Bon, merci Pietro de te connecter, de nous proposer cette intervention dans le cadre séminaire Art Systemics. Et alors pour les gens qui sont connectés, je voulais indiquer que Pietro Gori est professeur en intelligence artificielle et imagerie médicale à Télécom Paris, donc pas loin de chez nous, là, à IP Paris. Et il est rattaché au groupe Image qui est du laboratoire LTCI, j'imagine, hein, c'est ça. Exactement. Voilà. Il a travaillé auparavant dans différents organismes. Il a fait une thèse à l'INRIA à Paris, dans l'équipe Aramis, et puis aussi un postdoc côté CEA à Neurospin. Mais il avait fait un parcours à l'étranger, des TU au Danemark en particulier, aussi à l'université de Padoue, donc son pays d'origine, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis il a pas mal travaillé depuis plusieurs années, donc je pense que ça date quasiment d'avant même sa thèse, à des développements pour de l'analyse d'images à destination du domaine de la santé. Il a à son actif plusieurs plateformes et logiciels et des suites logicielles pour de l'analyse statistique de forme et pour des études cliniques en neuroimagerie. Et aujourd'hui, il porte des sujets dans le domaine de l'apprentissage automatique, des apprentissages de représentation et appliqués toujours à l'imagerie médicale et au corps humain. Voilà. Il a plusieurs articles à son actif. Je vais pas citer le nombre. Je vais pas, mais en tout cas, il a une activité nourrie d'un point de vue académique sur ces sujets IA et santé. Et puis il a également, je crois, une activité de start-up avec une start-up qui s'appelle Replico. Peut-être tu nous en diras un mot. Je vais te passer la parole pour cette heure d'échange autour des sujets qui sont à l'écran, hein, sur l'apprentissage contrastif avec d'applications en imagerie médicale. Pietro, à toi Merci, le merci micro. beaucoup pour la présentation. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais parler d'apprentissage contrastif qui fait donc partie de l'apprentissage autosupervisé pour apprendre des représentations avec effectivement une application en imagerie médicale. Euh, donc voici un peu le summary de la présentation. Je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout, c'est peut-être un peu trop long pour 45 minutes, on verra, en fonction aussi des questions. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation si vous voulez, ou si vous voulez à la fin, voilà, comme vous préférez. Donc, pour introduire le pourquoi, en fait, j'ai commencé ce type de travaux, c'est parce donc, en computer vision, on a pas mal de réseaux qui sont arrivés ces dernières années, comme par exemple CNN ou Transformer. Et tous ces réseaux-là, donc d'apprentissage profond, en fait, c'est des méthodes, je dirais, là, paresseux et inefficaces d'un point de vue statistique, pour la raison que, en fait, ils ont besoin de milliards de données pour une tâche souvent très simple et très précise. Euh, la raison pour laquelle on a réussi en computer vision à avoir des résultats vraiment spectaculaires, c'est surtout pour la disponibilité de grands datasets. Quand je dis grand, c'est plus de 1 million de points ou d'images, et surtout labellisés. Et en plus, qu'ils sont aussi librement accessibles sur Internet. Ici, je mets deux exemples très connus, Coco et ImageNet. En imagerie médicale, il y a une grande différence par rapport à la computer vision, c'est que les datasets déjà sont petits. Quand on a une maladie commune, c'est plutôt de l'ordre de 2000, quand on a par exemple 2000 scanners, 2000 IRM par centre, on est déjà content. Et quand c'est une maladie rare, bah, par définition, vu que c'est une maladie rare, déjà quand on a 200, on est content. De plus, la plupart du temps, les datasets, c'est biaisé, c'est-à-dire que les images ont été acquises dans un hôpital en suivant un protocole spécifique avec une machine spécifique. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'effet site. Et donc ça veut dire que si on entraîne un réseau sur ces données, qu'après on veut utiliser le même réseau sur des données qui viennent peut-être la même modalité, mais sur un protocole légèrement différent, une machine légèrement différente, ça peut aussi baisser la performance. Et après, en tout cas des datasets récents, c'est plutôt multimodal. Donc, on a plusieurs modalités d'image, mais aussi texte, variables cliniques, biologiques, génétiques, comiques, etc.
Et aujourd'hui, je fais l'hypothèse que les données sont anonymisées, déjà quality check, accessibles, homogènes. Donc, ça veut dire que c'est ce que j'appelle un dataset de recherche, pas un dataset clinique, où on a d'autres problèmes que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur les datasets dits de recherche, qui ont déjà suffisamment de problèmes. Quand on a des petits datasets, la stratégie que c'est connu, c'est quasiment tout le monde utilise, c'est celle de transfer learning. Donc, on a un réseau qui est pré-entraîné sur un grand dataset. Ça peut être soit un réseau, disons, maître qu'on a créé nous-mêmes, soit un modèle de fondation qu'on va fine-tuner. Alors, pour le fine-tuning, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a plusieurs stratégies. Mais la stratégie, disons, la plus simple, c'est de fine-tuner complètement le réseau sur un petit dataset labellisé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, Supervised Pre-Training, en anglais, d'ImageNet. Donc, voilà, on pré-entraîne notre réseau, on transfère les poids et on re-entraîne juste la dernière couche dans notre base de données. Le problème avec ces types de méthodes de supervised pre-training de ImageNet, c'est que ça a été montré ces derniers temps, il y a 2-3 papiers qui sont sortis, c'est ce qu'en anglais on appelle la feature reuse, c'est-à-dire la réutilisation des features apprises sur ImageNet. Et donc, quand ces features sont utiles ou pas, c'était la question qui a été abordée dans tous ces papiers-là. Et en fait, ils ont montré que les features apprises, par exemple, sur ImageNet, sont utiles sur notre petit dataset target quand le nombre de données dans notre petit dataset est petit, évidemment. Quand il y a une similarité visuelle élevée entre le pre-train, par exemple ImageNet, et le domaine target. Et ces deux derniers points, je ne vais pas les aborder aujourd'hui, c'est sur le type d'architecture. Donc, je vais surtout m'arrêter sur ce deuxième point. Parce que, évidemment, quand on pense ImageNet, donc en tout cas des images naturelles, les images médicales, en fonction du type de modalité médicale, les images peuvent être très différentes. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent un domain gap en anglais. De plus, les images médicales comme IRM ou CT scan sont en 3D alors que les images naturelles sont en 2D. Et donc, voilà, ça implique que le domaine gap est encore plus grand et donc que l'utilisation du transfer learning n'est pas forcément utile. Transférer depuis ImageNet n'est pas forcément utile. Et c'est pour cela que donc on aurait besoin de grands datasets 3D annotés pour pouvoir entraîner nos réseaux en imagerie médicale, qui est un problème. Donc, vu que cette option n'est pas valide, en tout cas en imagerie médicale, et en tout cas pour nous, pour l'instant, il faut un autre type d'entraînement. Et ces derniers temps, il y a des grands datasets d'images, donc de sujets sains, qui sont sortis, comme par exemple UK Biobank. Alors ici, j'avais mis plus de 100 cas, mais on va dire on est presque arrivé à 200 cas, en fonction de la modalité. OpenBHB, ici à Paris, avec plus de 10 000 IRM du cerveau. Mais voilà, tous ces datasets-là sont très grands, peuvent ou pas être multimodales, mais ils contiennent que des sujets sains. Heureusement, dans les hôpitaux, dans les cliniques, la plupart des images, c'est plutôt des sujets sains. Et donc, la question devient comment on peut exploiter ces grandes bases de sujets sains ou donc le domain gap entre ces grands cohortes des sujets sains et les petits cohortes de malades. Évidemment, le domain gap est réduit parce que là, pour le coup, c'est la même modalité. D'accord? Donc, d'un point de vue visuel, ils sont extrêmement similaires. Et donc, le feature reuse, ça devrait être plus élevé. Et donc la question en revanche, c'est vu qu'ici on n'a pas de label, vu que c'est que des sujets sains, comment on peut transférer la connaissance de ce grand base de données sains vers des petites bases avec des malades. Et c'est là que l'apprentissage autosupervisé peut nous aider avec ce qu'on appelle des pretext tasks. Et l'idée, c'est justement d'exploiter, d'utiliser des tâches sans annotation qu'on peut voir comme signal de supervision et pour apprendre des features importantes et utiles pour notre tâche finale. Et ce type de tâche, qu'est-ce qui devrait ou peut utiliser, vu qu'on n'a pas de label, c'est évidemment seulement l'information visuelle et l'information reliée au contexte de l'image. Et évidemment, il y a eu énormément de tâches à partir à peu près de 2015
Ici, je ne liste quelques-unes, avec des transformations géométriques, comme par exemple le context prediction, des modèles génératifs, des teacher-student et le contrastive learning, c'est des méthodes de discrimination par instance. Euh, Quels sont les points communs, je dirais, entre tous ces tâches prétextes? Déjà, on voudrait que les features apprises soient transférables et généralisables, pas forcément une seule tâche, mais aussi à plusieurs tâches. On voudrait que les représentations soient surtout euh, qui arrive à décrire surtout la structure sémantique à haut niveau et donc pas à bas de niveau, c'est-à-dire pas forcément la couleur, la texture, qui peuvent être plus biaisées et aussi peuvent ne pas être liées à la tâche finale. On voudrait qu'elle soit invariant à des transformations, soit géométriques, soit iconographiques, qui ne devraient pas modifier le contenu de l'image. Donc, par exemple, si je prends une image et j'applique une rotation, le contenu de l'image n'est pas modifié. Donc, je voudrais que ces features, dans mon espace de représentation, où je vais donc encoder mon image, et ben, le vecteur de feature soit identique, en fait, même si j'applique une rotation ou d'autres transformations qui ne modifient pas le contenu de l'image, en tout cas le contenu important pour la tâche finale. Et je voudrais aussi qu'elles soient des représentations cohérentes sémantiquement. Ça veut dire que si deux images sont similaires, quand je dis similaires, ça veut dire qu'ils ont le même, en tout cas, un contenu sémantique similaire. Eh ben, elles devraient être encodées proches dans l'espace de représentation et vice-versa des images avec un contenu différent. Donc ça, c'est un peu les propriétés que qu'on voudrait avoir dans n'importe quelle tâche de prétexte. Et on va voir maintenant pourquoi les gens se sont tournés vers le contrastive learning à partir de 2020, même si contrastive learning, c'est plus vieux. Déjà à partir de 2015, il y a pas mal de papiers. Mais pourquoi à partir de 2020, il y a eu vraiment un énorme intérêt vers le contrastive learning. C'est l'année aussi à partir duquel j'ai commencé à travailler. C'est parce que par rapport à toutes les autres tâches prétextes, ici, il y en a pas mal, la rotation, Moku, voilà, il y a pas mal de méthodes toujours auto-apprentissage. En fait, donc, le contrastive learning, en particulier SimClear, ça a été la première méthode qui a pu atteindre la même performance qu'un apprentissage supervisé sans donc label. Évidemment, vous pouvez le voir, il a fallu quand même augmenter drastiquement le nombre de paramètres, mais ça veut dire que sans annotation, on a pu atteindre la même performance qu'avec des annotations qui peuvent être très coûteuses, longues, etc. Donc, c'était vraiment la première méthode. À partir de là, il y a eu énormément d'autres méthodes qui sont sorties à partir de SimClear, mais qui gardaient à peu près la même idée qu'on va voir dans un instant. Et donc, il y a eu énormément d'intérêt vers le contrastive learning et des méthodes similaires. Donc là, je vais faire juste un petit historique de déjà qu'est-ce que c'est le contrastive learning et quel type de méthodes ont été proposées. Donc le contrastive learning, donc l'apprentissage contrastif, on a un ensemble d'images X, on va apprendre donc à mapping, une fonction F qui donc map nos images vers un espace de représentation. Donc en gros, chaque image sera décrite par un vecteur de feature, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée de base, c'est que ces deux images sont similaires sémantiquement, leur représentation devrait aussi être proche. S'ils sont différentes, leur représentation devrait être différente, en tout cas loin. Donc ça, c'est l'idée de base de l'apprentissage contrastif, donc c'est extrêmement simple. Et les deux approches qui ont été le plus utilisées dans la littérature, c'est de transformer ces conditions, donc le reformuler d'un point de vue mathématique. On peut utiliser soit une approche géométrique, soit une approche plutôt basée à la théorie de l'information. Donc si on prend l'approche géométrique, ce qu'on veut, c'est que si les deux images sont similaires, on va apprendre un mapping tel que la distance entre les deux images mappées soit minimisée. Et vice-versa, si les images sont différentes, on veut évidemment maximiser cette distance. Si on prend une approche plutôt théorie de l'information, notre but, c'est de maximiser une mesure de dépendance statistique, comme par exemple l'information mutuelle. On va maximiser donc l'information mutuelle entre les deux représentations et minimiser si les deux images sont différentes. Donc, ces deux approches, d'un point de vue historique, si on veut
donner deux noms. Il y a Yann Lequin pour l'approche géométrique et Hinton pour l'approche plutôt en théorie de l'information. Ici, j'ai listé pas mal de méthodes et d'idées liées vraiment à ces deux approches. Donc, on a le pairwise loss, triplet loss, tuplet loss pour l'approche géométrique et type Infomax, Soft Nearest Neighbor pour l'approche théorie de l'information. Et voilà, si on essaie de résumer un petit peu toutes ces approches, donc dans l'approche géométrique, on a besoin de définir les samples, les instances qui sont similaires d'un point de vue sémantique. Donc ça veut dire quoi en fait être similaire d'un point de vue sémantique? On verra plus tard comment on peut définir ça, et vice-versa, des négatifs. On a besoin de définir soit une mesure de similarité, soit une distance, à maximiser ou minimiser. Et c'est tout. On n'a pas d'autres hypothèses, contraintes sur les approches, sur les négatifs, par exemple. Vice-versa, avec l'approche théorie de l'information, bah, évidemment, on doit définir des densités de probabilité. Et la plupart du temps, on définit donc une probabilité conjointe pour les samples, pour les distances positives, donc similaires. Et évidemment, on dit que fait l'hypothèse que les distances sont indépendantes, donc ça devient un produit de marginal, si les deux distances, les deux samples sont négatives, donc sont différentes. Donc ça, c'est vraiment l'hypothèse qu'on fait quasiment tout le temps dans ce type d'approche et qui, déjà, c'est une hypothèse assez forte, parce que si on prend par exemple, on pourrait dire qu'une image de chat et des chiens, c'est négatif, c'est-à-dire ils n'ont pas le même contenu sémantique, mais est-ce qu'ils sont vraiment indépendants d'un point de vue statistique? C'est peut-être un peu fort. Mais voilà, toutes les méthodes font cette hypothèse et qui est utilisée notamment pour pouvoir aussi avoir un estimateur de l'information mutuelle qu'on peut calculer. Si maintenant on prend un peu les propriétés, donc les points positifs et les points négatifs de ces deux approches, l'approche géométrique, qu'on verra plus tard, c'est extrêmement simple à comprendre et à expliquer. On peut formaliser cette approche avec des idées même abstraites, avec des régularisations de loss, et on n'a pas donc des hypothèses. En revanche, on n'a pas de bornes statistiques, donc on n'a pas de bornes qui vont nous dire quand n tend à infini, etc. Évidemment. Si on veut ce type de borne, il faut se tourner vers une approche statistique, donc plutôt théorie de l'information, et qui est donc une approche qui est vraiment basée sur la formation mutuelle, qui pour le coup, c'est une mesure de statistique qui est extrêmement utilisée, qui est extrêmement connue, avec plein de propriétés intéressantes. Il y a déjà des théories en apprentissage de représentation comme la maximisation de l'information bottleneck, qui peuvent être utilisées, il y a un dernier papier à Nuclear de cette année extrêmement intéressante pour mieux comprendre, par exemple, le contrastive learning. Et en revanche, il y a aussi, on sait aussi depuis 2020 que avoir une grande information mutuelle, comme j'ai déjà dit au tout début, c'est un proxy task, donc c'est pas la tâche finale. Et avoir une grande information mutuelle n'est pas forcément prédictif de la performance de notre tâche finale. Donc, il faut toujours se rappeler que le but, ce n'est pas de maximiser l'information mutuelle, mais on a toujours un but final, d'un stream performance qu'il faut avoir en tête. Et maximiser l'information mutuelle n'est pas forcément prédictif de cette tâche finale. Donc, dans mes travaux, j'ai travaillé sur les deux aspects, à la fois sur l'aspect de l'approche géométrique et aussi sur l'approche théorique de l'information. Ici, je vais vous parler plutôt de l'approche géométrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment le plus simple à expliquer, c'est le plus simple à comprendre. Et surtout, on l'a utilisé pour formaliser des idées un peu plus abstraites, que je vous montrerai, et avec des loss et des régularisations assez intéressantes qui peuvent être utilisées dans d'autres cas. Donc ici, je fais vraiment le choix de vous présenter l'approche géométrique. Donc l'approche géométrique, je vais regarder l'heure aussi, on définit une image dans notre cas, mais ça peut être n'importe quel type d'objet. Donc on définit un cœur, X, une encre, voilà, X, c'est plus simple en français. On a des samples positifs, donc avec le plus et I, des samples négatifs avec le moins et J. P, c'est le nombre de positifs, N, le nombre de négatifs. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait l'hypothèse que notre encodeur, donc notre mapping qui va de la variété d'images vers notre espace de représentation. Notre espace de représentation sera une sphère, une hypersphère. Pourquoi? Parce qu'on a une dimension moins.
a été démontré que même on pourrait avoir un hypercube ou d'autres types de structures, ça marche et réussit, mais sur l'hypersphère, on peut utiliser la mesure de similarité de cosinus, qui marche très bien en pratique. Et donc, d'un point de vue purement empirique, purement pratique, on a vu que l'hypersphère marche assez bien dans plusieurs aussi types de modalités et de données. Donc, on va utiliser aussi l'hypersphère. La première question, c'est comment on peut définir les positifs et les négatifs. Donc ça dépend du cas. Si on n'a pas de label, qui est le cas le plus souvent étudié, donc c'est ce que j'appelle unsupervised, non supervisé. Donc dans ce cas-là, les positifs, qu'est-ce qu'on fait? On prend une image, on applique des transformations. Donc là, la partie importante, c'est comment définir ces transformations. Et donc, c'est des transformations qui ne modifient pas le contenu sémantique de l'image, donc l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une image avec un tumeur, évidemment, si je fais un crop et j'enlève la tumeur, bah, j'enlève le contenu sémantique important. Donc, je ne peux pas la considérer comme une image positive. Donc, quand je définis une transformation, c'est important aussi de réfléchir au type de transformation utilisée. Et comment ça marche en pratique? Donc, on a une image, X. On y applique, donc parmi une famille de transformations choisies au préalable, on y applique deux transformations aléatoires. Ça devient notre paire positive. Et tous les autres images dans mon batch, donc c'est d'autres images, en fait, c'est des images négatives. Je peux appliquer des transformations ou pas, peu importe. Après, j'ai un réseau siamois, c'est-à-dire que F, c'est pareil pour toutes les images, d'accord? Donc les poids sont partagés. Donc, toutes ces images-là passent par un réseau F et ensuite par une tête de projection. Ici, j'ai juste mis un MLP, mais la tête de projection, souvent appelée J, ça peut être aussi un réseau plus profond et aussi plus complexe, avec des non-linéarités, par exemple. Et je vais dans un espace, ce que j'appelle l'espace latent. Ici, c'est important de comprendre la distinction entre espace de représentation et espace latent. C'est un peu la magie noire de contrastive learning. C'est que une fois, donc, j'arrive dans mon espace de représentation, je remets un petit réseau et je vais dans un autre espace où je calcule la loss. Donc, la loss, qu'on verra plus tard, est calculée dans cet espace latent où j'essaie donc d'approcher mes images, plutôt les représentations de mes images positives et essaye d'envoyer plus loin les représentations des images négatives. Donc, sur l'hypersphère, ça devrait donner ça, c'est-à-dire les deux images positives proches et toutes les autres images éparpillées un peu d'une façon uniforme sur l'hypersphère. Et pourquoi je parlais des magies noires? Parce qu'une fois qu'on a entraîné notre contrastive learning, si on veut après prendre notre augmentation et la transférer, c'est notre but dans une autre base de données, en fait, on utilise plutôt cet espace ici. On n'utilise pas l'espace latent, on utilise l'espace de représentation. C'est-à-dire, on n'utilise pas l'espace où on a calculé la loss. Euh, Jusqu'à il y a peu de temps, c'était un peu de la magie noire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment bien compris pourquoi on faisait ça. En iClear, je vais juste revenir en arrière parce que je ne l'ai pas mis ici. Voilà, il y a un papier qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et en fait, ils ont sorti une idée qui est assez intéressante sur l'information bottleneck et qui pourrait expliquer pourquoi c'est important finalement d'avoir cette projection head et donc, d'avoir la projection head, mais d'utiliser plutôt l'espace de représentation. Donc ça, c'est si on n'a pas de label. Évidemment, il y a des cas aussi où on peut avoir des labels. Donc dans ce cas-là, c'est plus simple. Les images positives sont les images de la même classe. Les images négatives, c'est les images pas dans la même classe. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si on utilise, donc si on n'a pas de label, par exemple, il y a un problème de faux négatif qui peut arriver assez souvent et qui est le suivant. Donc ça, c'est par exemple notre image. Ça, c'est la transformation de notre image. Donc ça, c'est le positif. Et après, on dit, toutes les images dans mon batch, si je n'ai pas de label, je ne peux pas le savoir, je les considère comme négatifs. Le problème, c'est que si par exemple ici, positif, c'est tous les chiens, vu que je n'ai pas de label, ça peut arriver que j'ai aussi des images des chiens que je considère comme négatives. Donc ça, c'est le problème de faux négatifs. Et ça, c'est un vrai problème pour le coup en contrastive learning. C'est pour ça aussi qu'en fait, contrastive learning, SimClear marche très bien quand on a beaucoup de classes, en tout cas de classes latentes, parce que ça veut dire que le nombre de faux négatifs sera quand même réduit. Si j'ai que deux classes, par exemple, ça veut dire que je peux avoir beaucoup, disons la moitié, de faux négatifs. Et donc, évidemment, ça a un impact très fort sur la performance derrière de mon modèle. Donc, voilà, SimClear, Self-Supervised, donc Contrastive Learning marche sans label, marche très bien quand on a beaucoup de classes latentes.
Et vice-versa, si j'ai les labels, bah, évidemment, c'est plus simple parce que je sais que celui-ci, c'est un positif et donc je peux le considérer comme positif. Après, on a un troisième cas, c'est la régression au le weekly supervised, c'est-à-dire quand j'ai un label continu, pas discret, qui indique une sorte de, voilà, mais ça peut être soit un variable continu, donc en régression, soit une sorte de métadonnée, mais toujours variable continue. Et ça, c'est une troisième cas de donc, ce que j'appelle la régression weekly supervised. Bon, maintenant qu'on a dit et expliqué comment on peut définir les positives et négatives, il nous reste à définir la loss qu'on va utiliser. Et c'est là que donc nous on a proposé une loss dans ce papier d'iClear en 2023, qui est vraiment basée sur la marge, donc sur l'apprentissage d'une métrique via une marge, qui est une idée qui avait déjà été utilisée au tout début du contrastive learning, qui était la période de SVM aussi, etc., et qu'on a repris pour redéfinir des nouvelles losses, des nouvelles régularisations. Donc, je vais vous présenter cette approche qu'on a proposée dans ce papier. Donc, si on a une sample ici, donc le sample principal X qu'on va prendre, l'idée donc de contrastive learning, c'est que la distance entre cette représentation et la représentation de mon positif, ici en jaune, cette distance-là, devrait être plus petite que la distance de toujours x, la représentation de x, f de x, et n'importe quel autre négatif, moins une marge. Donc la marge, c'est évidemment ça. Donc ça veut dire que la marge, c'est en gros la distance minimale entre n'importe quel négatif et pour l'instant mon sample positif. Je peux définir cela via une distance ou via une mesure de similarité. Évidemment, si j'utilise des loss L2, donc dans un espace euclidien, à des distances aux mesures de similarité, c'est équivalent. Une fois qu'on a défini cette condition-là, la question devient comment on transforme cette condition dans un problème d'optimisation. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Nous, dans le papier, on a proposé deux façons qui nous semblaient vraiment les plus triviales et les plus simples. Donc, la première est celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut minimiser par rapport à f cette loss-là, donc le max, le max entre 0 et notre condition. Donc, si là, vous prenez ce moins epsilon, vous le mettez à gauche, vous avez une condition qui doit être plus petite de 0. Donc, pour être content, on voudrait que toutes nos conditions soient plus petites de 0. Et toutes nos conditions sont plus petites de 0, ça veut dire que le max entre 0 et toutes ces conditions-là, eh bien, on voudrait le minimiser. Donc, on voudrait que ce soit exactement 0. Donc, quand cette fonction de coût, donc le max entre 0 et nos conditions est égal à 0, ça veut dire que toutes nos conditions sont respectées. C'est pour ça qu'on veut le minimiser. Évidemment, on peut les mettre ici les conditions, on peut faire une somme sur les conditions, on peut faire beaucoup d'autres choses qu'on a mis dans notre article, mais en tout cas, la plupart du temps sont liés, par exemple, ici, ces deux fonctions de coût-là sont liées par l'inégalité de Jensen. Mais une fois que, par exemple, on utilise celle-ci, on a un petit problème, on a le max. Le max, on n'aime pas trop parce qu'on peut pas le dériver. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut utiliser en fait une approximation lisse du max, qui est ce qu'on appelle le log sum exp, qui est défini ici. Et donc, si on utilise ce log sum exp, on arrive à ce qu'on a appelé le epsilon info NCO. Info NCO, c'est la loss qui a été utilisée dans SimClear, où en fait, tout simplement, c'est epsilon égale à 0. Donc, si vous mettez epsilon égale à 0, on retrouve la loss de SimClear, donc la loss habituellement utilisée en contrastive learning. Mais donc, si on a epsilon égale à 0, on retrouve une fois NCO. Mais si par exemple on dit qu'epsilon tend à l'infini, c'est-à-dire la marge entre les négatives et les positives, on la fait tendre vers l'infini, on retrouve une autre loss qui s'appelle info L1, ou aussi qui a été reproposée des années après comme decouple loss. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux losses-là, on peut on peut démontrer, on le fait, c'est qu'elles sont des bornes inférieures et supérieures à l'information mutuelle entre le simple x et son positif. Ça veut dire qu'en jouant en fait avec epsilon, on peut arriver à avoir une approximation plus précise de l'information mutuelle si ça nous intéresse. Donc ça, c'est vraiment un lien aussi entre les deux approches géométriques et théorie de l'information que je vous avais montré au tout début. En fait, on peut créer des liens, on peut montrer que les losses sont vraiment les mêmes. Une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, bon, d'accord, mais pourquoi utiliser un seul positif?
Donc, habituellement, dans la littérature, les gens utilisent un seul positif. Évidemment, on peut en utiliser plusieurs. Et via donc, cette approche géométrique qu'on a proposée, c'est extrêmement simple parce qu'il suffit de reprendre la même condition que tout à l'heure. Plutôt qu'avoir un seul positif, on en met plusieurs. On fait le même calcul qu'à tout à l'heure et on arrive à ce qu'on appelle la soupe Infoncio parce qu'on l'a utilisé dans un cadre supervisé, mais évidemment, on peut l'utiliser dans n'importe quel cadre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut comparer cette loss-là avec une loss qui a été proposée en 2020, qui est SUPCON, donc Supervised Contrastive Learning, et qui a été proposée comme the most straightforward way to generalize the inferential loss sur plusieurs positifs. En réalité, donc ici, je dirais que c'est vraiment straightforward. On a juste mis un index et on a fait la même chose que tout à l'heure. Mais en réalité, si on reprend la loss proposée dans ce papier, on essaie d'y appliquer la même idée donc, de cette approche géométrique pour essayer de décortiquer un peu cette loss, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de minimiser. Eh bien, on peut voir que cette loss-là de subcon, donc dans le papier original, epsilon est égal à 0, eh bien, on a cette loss-là, en fait, en réalité, ça vient de deux conditions, pas une seule condition. On a la même condition que tout à l'heure, que nous avons montré, donc qui est vraiment l'extension straightforward. Et on a une deuxième contrainte en réalité, qui probablement les auteurs ne le savaient pas, mais qui ont ajouté, et nous, on a appelé comme une contrainte non contrastive. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une contrainte directement sur le positif. Si vous regardez bien, ça ressemble à des contraintes avec les trous noirs. C'est-à-dire ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que tous nos positifs, en gros, soient modélisés comme un seul point dans l'espace de représentation. En gros, tous les positifs doivent être un seul point. Et donc, ça veut dire qu'on veut complètement détruire la variabilité à l'intérieur de notre classe de positifs. Cela peut être envisageable, peut être quelque chose qu'on veut, mais si par exemple derrière on veut faire une analyse de sous-groupe ou une analyse de clustering, cette loss-là, il ne faut absolument pas l'utiliser parce que ça va évidemment détruire cette variabilité. Et surtout, c'est important de savoir que quand on utilise subcon, on minimise aussi cette condition-là. On a comparé, évidemment, ici, je montre des résultats pour Cyphar et ImageNet. On a comparé cette nouvelle loss qu'on a proposée avec subcon. On obtient quasiment des performances comparables. Mais surtout, on l'a utilisé derrière en train de faire une étude sur de sous-groupes, donc analyse des sous-groupes. Et c'est là qu'on voit vraiment une grande différence entre ces deux losses. Je vais maintenant passer à un cadre je dirais moins étudié, mais qui nous intéresse énormément et qui peut intéresser aussi dans d'autres domaines, qui est le cas de Weakly. Weakly, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc soit on n'a pas de label, soit on a des labels discrètes, mais qu'est-ce qui se passe si on a des labels continus? Donc, comme en régression ou tout simplement avec des métadonnées continues. Comme par exemple ici, je vais faire l'exemple avec l'âge. On a des images de patients et on a aussi leur âge. Ça peut être aussi d'autres variables cliniques qui ont des variables continues. Si on a un variable continu comme l'âge, on ne peut pas vraiment définir ce qui est positif et négatif. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, des sujets qui ont une âge similaire sont positifs, des sujets qui ont une âge différente sont négatifs. Mais comment on peut faire cela? Une solution très simple et très naïve, c'est de mettre un threshold. Donc, si les deux sujets ont une différence d'âge inférieure à tau sont similaires, donc positives, sinon sont négatifs. Évidemment, la question, c'est comment on va choisir tau. Donc, nous, on a fait un choix un peu différent, avec des noyaux, donc un choix très simple aussi. Et via ces noyaux, en fait, on va définir ce qu'on pourrait dire un degré de positivité. Ça veut dire que maintenant, tous les sujets ou tous les samples, en fait, on les considère à la fois positifs et négatifs. Et on a un degré de positivité qui est normalisé, qui va des 0 et 1. Quand c'est 1, les deux sont vraiment complètement similaires. Quand c'est 0, ils sont très différents. Et maintenant, la question, c'est comment on peut modifier les conditions de contrastive learning qu'on a vu tout à l'heure pour intégrer ce degré de positivité. Donc déjà, pourquoi c'est important? Quel est l'intérêt et pourquoi on veut faire cela? Alors, on va faire un exemple ici. On a 3 sujets. Donc, les 3 sujets, c'est les 3 lignes. Les colonnes, en fait, c'est
comment dire, la profondeur, donc la hauteur, si vous voulez, dans l'axe Z. Donc, c'est des images de cerveau. Et on a des coupes donc axiales dans ce sens et Z, donc chaque colonne, c'est un Z différente qui va monter. Et donc, vous pouvez comparer les trois sujets vraiment en regardant colonne par colonne. Et je ne sais pas s'il y a des experts ici un peu de radiologie ou de neuro, mais s'il y a, je suis sûr qu'ils ont déjà remarqué une grande différence entre ces trois sujets, qui est les ventricules. Donc, c'est la partie en noir ici. Et on peut voir qu'ici, il y a des ventricules beaucoup plus épais que dans les deux autres cas. Et ça, un radiologue le sait tout de suite, c'est lié à l'âge. Les deux premières lignes, c'est en fait, on a une âge, donc c'est des sujets jeunes, et la ligne du milieu, c'est un sujet âgé. Ça, c'est ce qu'on pourrait définir en information a priori, qu'on voudrait l'algorithme l'avoir déjà sans devoir aller l'apprendre lui tout seul à partir de données, parce qu'on l'a gratuitement, donc vu qu'on a toujours l'âge. Donc l'idée, c'est comment on peut intégrer cette information a priori dans cet apprentissage autosupervisé. Donc l'idée, c'est évidemment de se dire que si les sujets, par exemple ici, ont une âge proche, ils ne devraient pas être mis loin comme ferait Sinclair, mais ils doivent être plus près dans l'hypersphère et la distance devrait être en quelque sorte proportionnelle à ce degré de similarité. Donc mathématiquement, comment on fait tout ça? Eh bien, on a proposé une loss, et vous pouvez voir ici qu'on a proposé à Mika et un workshop NeurIPS, où en fait on va pondérer la même, donc si vous enlevez ce terme, ça c'est la même condition que tout à l'heure, et on va pondérer cette condition par le degré de similarité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous regardez, on va faire les mêmes calculs que tout à l'heure. Ça, c'est la loss qu'on va effectivement minimiser. Et vous pouvez voir qu'en fait, donc les données, disons, positives sont pondérées par ce degré de positivité. Donc ça veut dire que si le degré de positivité est élevé, bah, évidemment, les positifs seront vraiment beaucoup plus alignés que si le degré de positivité est petit. Donc l'idée, c'est assez simple. Et on l'a utilisé, cette approche-là, pour passer un peu de vieux approche le paradigme où en fait, voilà, c'était un apprentissage supervisé from scratch avec toutes les données qu'on avait de sujets sains et sujets malades. Ici, on prend ces grandes bases de sujets sains que je vous avais présentées au tout début. On a pas mal de variables cliniques, donc pas quel âge, on a aussi bah voilà, le poids, l'auteur, bah évidemment le sexe, le gender, si vous voulez. Et voilà, donc on prend tous les variables cliniques et via ces variables cliniques, en fait, ça devient des produits tensoriels de nos noyaux. On arrive à construire une variété de cerveaux de sujets sains. Après, on prend cette variété, on la transfère donc sur notre petite base avec des sujets malades pour mieux discriminer les sujets malades. Et bon, on a fait pas mal d'études là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on l'a publié dans un papier Neuroimage l'année dernière. On a testé cette stratégie sur 3 bases de données avec schizophrénie, bipolaire et autisme. Donc ça, c'est un travail avec Neurospin au COA. Et on a pu montrer que les performances étaient vraiment meilleures par rapport à d'autres méthodes de la littérature, à la fois sur des tests internes, ça veut dire avec les mêmes machines, en gros, des sujets d'IRM, donc c'est que des IRM, hein. Les mêmes machines d'IRM, c'est des IRM T1 du cerveau. Et donc avec les mêmes machines que les sujets d'entraînement et aussi des machines différentes donc pour voir un peu le pouvoir de généralisation. Et on a utilisé une grande base de données avec quasiment 10 000 sujets sains et entre 1000 et 2000 sujets malades. Ok, peut-être la dernière partie, parce que je vois que le temps passe. Une dernière chose qu'on a présentée à ICML. Jusque-là, on a toujours utilisé une seule transformation. C'est-à-dire, je prends mon image et j'ai une seule transformation à la fois pour chaque positif. Et la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi une seule transformation? Pourquoi ne pas créer plusieurs transformations, plusieurs vues de chaque image? Et donc ça, c'est ce qu'on a proposé dans ce papier à ICML. L'idée est la suivante, c'est vraiment une nouvelle loss de self-supervised learning et qui est du contrastive learning, mais c'est assez intéressant, vous verrez pourquoi.
Donc, ce qu'on a fait est le suivant. On se dit, bon, on va prendre donc un sample, comme tout à l'heure. On va faire beaucoup d'augmentations de ce sample-là et on va calculer les similarités entre ces augmentations. Après, on va faire la même chose avec une autre image. Donc, on a deux images. Avec la deuxième image, on va faire la même chose. Et après, on va calculer les similarités entre les augmentations des deux images. Ce qu'on voudrait, c'est que la somme de similarités intra-image soit supérieure à deux fois, pour que ce soit cohérent, la similarité intra-image. Okay, donc ça, c'est vraiment une toute nouvelle condition. Toujours avec cette idée de contrastif, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que maintenant, on utilise seulement deux images. On n'a plus besoin d'avoir des négatives. On prend deux images et on applique cette idée. Donc, on a une loss qu'on a appelée, qui est cette loss ici, qu'on a appelée decoupled uniformity, où en fait, on va tout simplement calculer des centroïdes. Donc, on prend une image, on lui fait beaucoup d'augmentation, on calcule son centroïde, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement repousser ces deux centroïdes-là. Donc, c'est un peu vraiment comme un potentiel gaussien. Et, euh, et pourquoi c'est intéressant cette loss? Parce que ça reprend vraiment l'idée de contrastif, mais on n'a pas besoin de beaucoup de données. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème négatif-positif coupling de l'influence CE. On n'a plus de problème de faux négatifs parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des négatifs. Et on peut, comme avant aussi, intégrer dans la formation a priori via un noyau. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. En fait, l'idée, vu que là, on calcule des prototypes, on sait qu'on peut calculer les prototypes en utilisant euh, un noyau avec la théorie de conditional mean embedding. Et donc, ce qu'on va faire, c'est exactement ça. On va associer à chaque image un vecteur de feature a priori. Ça peut être des variables cliniques, mais ça peut être aussi d'autres choses, comme par exemple, on a, je ne sais pas, un modèle de fondation ou on a un modèle génératif, d'accord, qui nous donne des variables latentes un peu comme Big Gan ou Ali. Et donc, ce qu'on fait déjà pré-entraîné, on l'a dans notre échelle. Donc, on le prend, on le fait tourner sur notre image et on voit cette représentation, donc ce vecteur de feature, comme un a priori, qu'on va intégrer dans cette approche contrastive. Et donc, on peut Excuse-moi, l'intégrer. Pietro. Oui. Excuse-moi, on est dans un contexte multilabel, là. Enfin, je veux dire, il y a. Non, là, c'est pas multilabel. Là, pour l'instant, en fait, il n'y a même pas de label, là. La seule chose qu'on a, c'est vraiment, on prend deux images, d'accord? Donc, sans forcément label, donc c'est toujours un supervised. On prend Ouais. deux images, donc on calcule, comme je mets ici, le prototype de toutes nos augmentations, d'accord, dans l'espace de représentation. Et après, ce qu'on se dit, donc ça, c'est notre loss. Et après, en fait, donc ces prototypes-là, on peut les calculer via le condition mean embedding avec des noyaux. Et ces noyaux-là peuvent contenir en fait des informations a priori. Et l'information a priori, il faut l'avoir vraiment comme un vecteur de features. Donc, c'est des D'accord. features qu'on a a priori voilà, sur nos samples. Ces vecteurs de features peuvent être soit des variables cliniques, mais aussi, c'est ce que je vais montrer après, nous, on a utilisé des modèles de fondation, des modèles génératifs qui ont déjà pré-entraînés. On les a juste pris, appliqués sur nos images, et on a dit, voilà, ça c'est donc le résultat de notre modèle génératif, c'est le vecteur a priori qu'on a intégré via cette idée de noyau de conditional mean embedding à l'intérieur de notre loss contrastif. Et donc, Donc on ça a peut, ça peut s'appliquer à des problèmes de classification, mais pas que. Il y a plein pas d'autres que. applications possibles. Là, c'est ouvert, c'est vraiment le self-supervised. Donc là, derrière, ça s'appelle régression, classification, segmentation. Voilà, Ok, ok. et, Merci. hum, et donc, voilà, ce qu'on montre, c'est que le coût computationnel n'est pas, reste négligeable par rapport à la backprop. Et on montre qu'en fait, on a des meilleures bornes. Voilà, je vous invite à voir le papier si vous voulez, sinon ce serait trop long. Et donc, on l'a utilisé, voilà, on a par exemple pris ici, donc c'est sur ImageNet 100, on a pris un Big Bigan qu'on a intégré donc, avec notre loss et on arrive à obtenir avec 400 époques, ResNet 50, donc on se compare à pas mal de méthodes, on arrive à obtenir le meilleur résultat. On l'a utilisé aussi sur d'autres bases d'imagerie médicale. Je vais aller un peu vite parce que c'est passé. Ce qui m'intéressait, c'était surtout ici. Ce qui est intéressant, et qui est ce qu'on essaie de démontrer ici, c'est le suivant. Le contrastive learning, moi je dirais que toutes les méthodes self-supervised, pas que le contrastive, dans quasiment toutes les méthodes, il faut définir des transformations. Et c'est un peu le point critique.
quand on est sur ImageNet ou de données de computer vision, on connaît maintenant les transformations. Mais si on est sur des données un peu atypiques où on ne sait pas exactement quelles sont les bonnes transformations, on ne sait pas exactement comment on veut, quelles sont les transformations qui gardent l'information, le contenu sémantique, bah ça peut être compliqué. Et donc ici, on montre qu'avec cette approche, en utilisant des modèles génératifs, donc où on fait aucune hypothèse, on peut aussi combler un peu ce vide, même si on n'a pas les transformations optimales. Donc, par exemple, si je prends CFR10 et CFR100, je sais que les transformations optimales sont le color jittering et le crop. Donc, quand je les utilise, j'ai des très bonnes performances, même avec Biol et SimClear. Mais quand je les enlève, les performances tombent. Donc, si je prends SimClear, la performance tombe vraiment à 24. Et Biol, pareil, 50, toutes les performances tombent. Si on reprend notre méthode qui combine les deux, les performances, bah, évidemment, tombent parce que c'est quand même des transformations importantes, mais tombent beaucoup moins. Ça veut dire que cette idée de a priori marche effectivement et arrive à combler un peu le vide, même si on n'a pas des transformations optimales. Donc c'est surtout là dans ce type de cas, qui est important à utiliser ce genre de loss. Voilà, moi je vois l'heure, c'est déjà 14h50. Je peux peut-être m'arrêter ici. Qu'est-ce que. Voilà. Oui, je ne sais pas, tu avais éventuellement un dernier chapitre sur le sur le Alors, débiasing. sur le debiasing, je peux montrer très rapidement. Donc, sur le debiasing, effectivement, on a souvent le problème de biais. Alors, déjà, c'est un biais de données. Ça veut dire que c'est des features visuelles qui peuvent être corrélées avec la tâche finale, mais qui ne la caractérisent pas. Par exemple, ici, c'est la couleur jaune. Donc, ça, c'est mon image de 3. Donc, le contenu sémantique important, c'est le chiffre 3. Et j'ai des données qui sont positives, c'est-à-dire ils ont le même contenu, mais ils ont aussi le même biais. Donc c'est ce qu'on appelle les biais alignés, donc la même couleur. Et après, j'ai des données qui ont le même contenu, mais un biais différent, c'est ce qu'on appelle biais voilà, conflicting bias, et que je dénote comme B+, c'est-à-dire ils ont un autre biais, mais ils ont le même chiffre. On peut faire exactement la même chose avec les données négatives. Donc, un chiffre est différent, mais la même couleur, ou un chiffre différent, couleur différente. Donc, on a ce type de données avec un biais et on connaît le biais. Donc, ici, on se met dans un cas où on connaît le biais. On fait l'hypothèse que le biais, c'est souvent quelque chose qui est facile à apprendre, beaucoup plus facile que la tâche finale. Donc, ça veut dire que le réseau va forcément l'apprendre. Et on a un biais quand donc, les données qui ont le même biais sont plus proches dans l'espace de représentation que des données, par exemple, avec des biais différents, mais qui sont aussi positifs. Évidemment, ce qu'on voudrait, c'est que des données qui sont positives et qui ont le même biais ou des biais différents soient équidistants dans l'espace de notre sample X, dans l'espace de représentation. Donc, si vous voulez, c'est un peu cet ordre-là. Euh, donc, ça, c'est l'ordre qu'on peut avoir quand il y a un biais et on voudrait évidemment que ce soit des égaux, des égales et pas des inférieurs. Donc, ça, c'est évidemment le cas, le pire des cas. Donc, comment on peut faire de façon avec le cadre géométrique proposé tout à l'heure pour enlever ce biais? Donc, idéalement, on voudrait que la distance entre notre image X et un positif, peu importe le biais, soit la même, que ce soit vraiment équidistant. Pareil si c'est négatif. Ces conditions-là sont très fortes, très difficiles à mettre en place aussi, et ça peut vraiment être difficile pendant l'optimisation. Donc, ce qu'on a proposé, c'est une condition beaucoup plus relaxée, où on va travailler avec des distributions de distance. Donc, on va prendre la distribution de toutes les images positives avec un certain biais et les images positives avec un biais différent. Et ce qu'on va faire, c'est que on voudrait que ces distributions de distance soient similaires. D'accord? Donc, on travaille avec des distributions et on ne travaille plus avec des contraintes si fortes. Et donc, évidemment, si on fait l'hypothèse que ces deux distributions sont gaussiennes, et on veut minimiser leur distance, on peut utiliser la distance de Kullback-Leibler et on a donc en fonction de coût, en fonction de régularisation, form close. Évidemment, ici, on a fait aussi des tests. On a essayé avec différentes distributions, des distributions paramétriques, pas paramétriques, log normes. On a fait beaucoup, beaucoup de tests.
in fine, le plus simple, c'était le mieux, c'est-à-dire vraiment en faisant cette hypothèse de distribution gaussienne, c'était vraiment le plus simple, ça marchait bien en pratique et c'était extrêmement rapide à optimiser. Quelle est l'idée? L'idée, visuellement parlant, c'est de se dire, ça, c'est le cadre un peu qu'on pourrait avoir biaisé. Ça veut dire que on a des samples donc, où il y a le moins, c'est des images négatives, où il y a le plus, c'est des images positives, donc similaires à l'encre qui est ici, à X qui est ici, et la couleur, c'est le biais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ce qu'on pourrait avoir, c'est que on a des sujets, les samples positifs qui ont quand même un ordre, d'accord, qui ne sont pas forcément tous équidistants. Et en plus, on a vraiment, par exemple, ici, le sample rouge avec les rouges, même si c'est positif et négatif. Si on impose, donc ça, c'est une autre méthode dans la littérature que je ne vais pas expliquer. Et ça, c'est notre méthode où on impose effectivement ces contraintes que j'ai définies tout à l'heure avec les distributions de distance, et on arrive à avoir tous les positifs équidistants, même s'ils ont des biais différents. Pareil pour les négatifs, avec la marge que j'ai définie au tout début. Et voilà, et après, on a utilisé cette approche d'un pas mal de datasets. Ici, par exemple, on a utilisé BiasMNIST, c'est lui que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, Corrupted Cipher, et ici, ImageNet. Et dans tous les cas, on a obtenu les meilleurs résultats par rapport à des méthodes existantes. Voilà, je crois que je peux peut-être faire une conclusion très rapide. J'ai utilisé, donc on a proposé une approche géométrique, donc basée sur une image, qu'on a pu vraiment exploiter, utiliser dans des cadres de non supervisés, supervisés. Régression, je ne vais pas montrer, mais vous trouverez à la fin les références, et aussi Weakly Supervised. On a proposé deux nouvelles loss, une qui englobe donc des informations a priori et une pour faire un debiasing. Là, en ce moment, donc on regarde de plus près les méthodes aussi non contrastives, notamment Dino et d'autres, pour voir si on ne pouvait pas les réécrire sous forme, donc avec cette idée d'approche géométrique. Et surtout, en ce moment, on s'est tourné, comme tout le monde, je pense, vers les modèles de fondation, notamment multimodal, et aussi vers les modèles donc avec des données longitudinales ou pour la détection d'anomalies. Et je voudrais remercier les deux doctorants qui m'ont aidé, donc Carlo et Benoît, qui m'ont aidé pour tous ces travaux, et les autres membres de mes doctorants qui ont aussi aidé à avoir pas mal d'idées. Et évidemment, les gens qui nous ont payés. Merci. Merci beaucoup, Pietro. Bien, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? On a un petit peu de temps. J'aurais peut-être une question, Patrice. Ouais, vas-y, fais ça. Merci beaucoup pour la présentation très, très intéressante et très dense. J'aurais souhaité, par curiosité, par rapport à la partie log sum exp de la LOS, je crois que c'était vers la slide 31-32. Oui, je ne me rappelle plus exactement c'était dans quel slide. Oui, peut-être celle-là, oui, la 32. Oui, dans d'autres typologies d'algorithmes de type descente de gradient, espérance maximisation, des fois dans la partie optimisation, c'est une construction qu'on cherche un peu à éviter, ou en tout cas on est obligé de l'approcher du point de vue de l'optimisation. Et je voulais en savoir un peu plus sur ici, de ce que j'ai compris. C'est un peu ce qui est recherché ou ça pose un peu un souci qu'on cherche à éviter ici aussi? C'était minimiser cette loss? Je pas bien Non, compris. celle justement de dessus. Celle de dessus. Le max? Log sum exp. Log sum exp, en général, on cherche à l'approcher par on prend le maximum des xi plus log somme des exponentielles a moins xi, avec a étant le maximum des x. Ici, en fait, en réalité, ici, on l'utilise et on optimise vraiment log sum exp. On n'utilise pas d'autres approximations de log sum exp. Parce que ce qu'on voudrait, c'est vraiment le max. Le max, on ne peut pas. Et donc, là, ça, c'est le log sum exp, c'est vraiment la loss qu'on optimise.
On n'a pas beaucoup de soucis, comme par exemple dans d'autres problèmes, c'est-à-dire des termes qui sont déjà tout petits ou trop grands, donc Oui, on doit oui, les c'est ça. En surveiller. fait, c'est ça. Nous, Ouais. enfin, ça nous arrive de les faire justement pour des instabilités numériques, mais du Oui. coup, Ici, ici, on l'a pas c'est parce que le pas. S+, le S-, et en plus, bon, il y Hmm. a aussi le epsilon qu'on peut tuner, mais on a jamais en fait ce genre de problème. Souvent, en fait, on a aussi voilà, des sommatoires qui font que à la fin. Et donc, non, on n'approxime pas. Après, j'ai trouvé dans certaines applications, j'ai vu effectivement dans le code, pas dans le papier, Hmm. qu'ils essaient d'approximer. Mais généralement, quand ils essaient de faire ça, c'est parce que l'encodeur et les features elles étaient vraiment pas bonnes. Et donc, c'était plus un problème d'encodage que de l'os. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'encodage était vraiment mauvais, bah, on pouvait avoir des features soit tout petits, soit très grands. Et donc, effectivement, là, on pouvait avoir des problèmes, surtout si on est en mixte, en float, pas en 32. Effectivement, on pourrait avoir des problèmes. Mais dans mon expérience, si les features sont bonnes et qui donc voilà, sont ni trop petits ni trop grands, D'accord. Hmm. j'ai pas eu de. En tout cas, voilà. OK. Via les images que j'ai utilisées, j'ai jamais eu de problème d'instabilité numérique. En tout cas. OK, très bien. Merci. Une autre peut-être dernière question, Patrick. Par rapport aux cohortes à très faible effectif pour les patients, enfin, on va dire, sujets de potentielles maladies, est-ce que du point de vue de l'IA générative, il y a un intérêt à les générer selon une architecture dédiée? Ou est-ce que c'est des choses qui se pratiquent? Oui, 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 effectivement, il y a pas mal d'articles qui essayent de générer ou d'apprendre à générer des sujets malades ou des Mhm. sujets sains. Mhm. Notamment, c'est un autre travail que je mène aussi, c'est Mhm. d'essayer de désentangler de cheveutrés et tout ce qui est, disons, commun entre les sujets sains et les malades, de ce qui est vraiment distinctif des malades. Donc, il y a Mhm. une sorte de disentanglement aussi dans le modèle génératif. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas dans ma recherche. Il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de modèles génératifs appliqués je dirais que recréer les données, c'est surtout pour faire de l'augmentation de données ou pour Mhm. l'interprétabilité de résultats. Donc, une fois que j'ai une latente, à partir de cette latente, je veux régénérer l'image comme elle serait pour comprendre donc quel type d'information cette latente a capturé. Mhm. Voilà, donc oui, il y a OK. beaucoup notamment avec le modèle de diffusion aujourd'hui. Oui. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'étais curieux des applications du volet applicatif que tu as peu partagé. Enfin, il y a quelques explications, mais je voulais savoir, en particulier dans le domaine de la santé, ça correspond à des travaux attendus par des médecins, par des chirurgiens, par des radiologues, t'as appliqué tes travaux sur quelle typologie de maladies ou Alors, de cohortes? ouais, là, c'était surtout donc des IRM. Donc, c'était voilà, des IRM du cerveau. Donc, c'était drivé surtout par ça. Et, Mhm. donc, c'est des IRM T1 de cerveau. C'est pour étudier donc l'anatomie du cerveau. Et ici, c'était notamment des maladies psychiatriques. Et on a aussi des résultats sur les maladies neurodéveloppementales. Euh, L'idée étant derrière, si on arrive à bien distinguer les sujets sains des sujets malades, ça veut dire que l'algo a bien trouvé les biomarqueurs de la maladie. Et après, aller voir où sont ces biomarqueurs dans l'anatomie du cerveau. C'est toujours ça, c'est vraiment comme un outil d'aide au diagnostic. Ici, c'est pour les psychiatres, les radiologues et les neurologues. C'est-à-dire, on l'a appliqué au cerveau. Et ces pathologies, il y en a une multitude différentes ou est-ce qu'elles sont généralement toutes un peu pareilles, ces pathologies? Elles se signent de la même manière? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à représenter en termes un peu de classification ou pas? Alors, c'est une excellente question. Dans l'autisme, on parle bien de spectre. Donc, c'est tout un spectre de maladies qui sont liées. Il y a des théories là-dessus. Donc là, c'est pas une vérité, c'est des théories
Il y a une théorie comme quoi c'est un continuum, toutes ces maladies psychiatriques. On sait qu'il y a aussi un fort lien entre les maladies neurodéveloppementales, comme par exemple l'Alzheimer, et des maladies psychiatriques. Donc, toutes ces maladies-là, évidemment, on peut les voir comme des points dans un espace à grande dimension avec plusieurs dimensions. Et il y a beaucoup de dimensions partagées entre les différentes maladies. Ça, c'est sûr. Et donc, mais ça, c'est une question encore plus compliquée, je dirais, de trouver ce qui est commun et ce qui est distinctif entre les maladies psychiatriques. C'est presque plus compliqué que de le faire par rapport au sujet sain, parce qu'elles sont extrêmement liées entre elles. En fait. Il y a vraiment Oui, beaucoup d'autant de... plus que généralement, quand on essaie de récupérer ces données, on a des gens qui ont peut-être des fois une pathologie, mais peut-être ils peuvent en avoir deux aussi. Oui, et ça, c'est la deuxième difficulté, c'est la notation. C'est qu'on n'est pas toujours sûr de la notation, disons. Mais ceci pour ça que, par exemple, les données qu'on utilise là, c'est des données multisites qui ont été vraiment annotées, revues beaucoup. Et donc là, on sait que, disons, la vérité de terrain, si on peut l'appeler comme ça devrait être une vraie vérité de terrain. Voilà, on est à peu près sûr. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que si on prend des données cliniques dans n'importe quel hôpital, là, pour le coup, la notation, le bruit de la notation est extrêmement élevé. Et c'était un peu la distinction que je faisais au tout début entre données de recherche et données cliniques. C'est aussi ça, c'est que dès qu'on passe aux données cliniques, donc c'est par exemple via la startup qu'on a créée, c'est complètement différent. Le bruit du label, le bruit de la notation, mais le bruit des données aussi, hein, c'est tellement important que tout ce qu'on peut faire ici, c'est un peu plus compliqué de le faire sous des données cliniques. Voilà. Il y a toute une partie de pré-processing qui est extrêmement importante et qu'il faut absolument faire, de nettoyage aussi. Donc, voilà. Francesca, je vois que tu as ouvert ton micro. Tu avais peut-être une question. Allô? Non, elle a ouvert son micro, mais c'est peut-être pas. Non, elle l'a fermé. Donc je crois qu'elle est à un endroit, je crois, où elle ne pouvait pas parler, elle m'a dit. Alors c'est pour ça que j'étais étonné. Ok. Et donc pour terminer, juste peut-être, à moins qu'il y ait est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là? Et peut-être une autre question sur la partie radiologie. Moi, j'avais travaillé sur un cas d'usage, mais vraiment de très très loin, dans lequel on avait considéré des images qui ressemblent un peu à ce que vous avez présenté, mais dans lesquelles il y a une autre dimension spectrale. Ils appellent ça la technologie DECT, c'est le volume 3D, mais par voxel. Enfin, il y a une espèce de perfusion avec une réponse fréquentielle, et ça donne lieu à une espèce de série temporelle. Et du coup, pour localiser les cellules potentiellement tumoreuses dans l'image, il fallait prendre en compte à la fois la dimension spatiale, donc l'image, mais également la dimension spectrale, et qui, pour nous en tout cas, c'était une espèce de données multimodales. J'aurais souhaité savoir si, voilà, en plus de l'image, dans vos travaux, il y a cet aspect de multimodalité, si on peut l'appeler. Oui, oui, oui. Alors, oui, alors la réponse facile est oui. Là, mes travaux en ce moment se portent sur la multimodalité. La question derrière, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de la multimodalité? Est-ce que c'est juste voilà, l'utiliser ensemble pour améliorer la prédiction? Est-ce qu'on veut comprendre quelle est... Par rapport, par exemple, l'ADECT, mais ça, c'est très appliqué. Je ne sais pas si vous avez un peu une idée sur cette technologie de radiologie. Je ne connais pas très bien l'ADECT, donc c'est pour ça que je pose la question. D'accord. Ok. Mais si on a, par exemple, ça peut arriver avec des données fonctionnelles, donc Oui, un oui, cerveau, on peut avoir la T1 voilà, anatomique, plus voilà, une sorte de mapping fonctionnel d'un cerveau, et on veut effectivement les utiliser ensemble, soit pour faire de la classification, soit pour faire autre chose. Donc, dans ce cas-là, effectivement, comment combiner ces deux modalités? La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord un récalage et après, en fait, on merge les features, soit au début, soit à la fin. Mais les travaux sur lesquels que moi je mène, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est de se dire, bon, on a ces deux modalités, on arrive à avoir une certaine classification à la fin, et on voudrait comprendre par rapport à cette classification, quelle est l'info qui vient d'une modalité, quelle est l'info qui vient de l'autre.
qui est vraiment une info discriminante. Et donc, quelle est l'importance finalement d'une modalité par rapport à l'autre, où elle intervient plus, etc. Et donc, moi, voilà, je travaille seulement plutôt sur ce type de demande, qui est plus lié à l'interprétabilité, si vous voulez, l'explicabilité même d'une classifier qu'on peut avoir en combinant deux modalités. Très bien, et très intéressant. Encore merci. Merci beaucoup. Bon, je crois on va clôturer parce qu'il y a des gens qui ont peut-être des réunions qui démarrent. Je voulais encore te remercier, Pietro, de ton dispo et puis de ce partage. Il n'est pas impossible qu'on puisse te relancer d'ailleurs si on a des applications. Tu ne travailles pas spécifiquement uniquement pour le médical ou pas? Non, 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 non. Je même travaillé avec L'Oréal, donc non, pas forcément. Mais disons que le 90% de mon activité, c'est dans le médical, oui. Mais je ne travaille pas que sur le médical, non. Ok. Bon, il n'est pas impossible qu'un de ces quatre, on te recontacte pour des échanges plus approfondis sur un prisme particulier de tes travaux. Volontiers, merci. Eh ben, merci encore et Merci à bonne vous. fin de journée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.